Zone Europe sur Sensation. Bonsoir et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputée belge Asita Kanko sera notre invitée. Nous évoquerons avec elle la place des femmes en Europe et notamment dans les entreprises. Le droit à l'avortement, dans une majorité de pays de l'Union européenne, il est légal, sans condition, même si les anti-IVG font parfois entendre leur voix. Nous verrons comment ça se passe chez nos voisins. Les superstitions en Europe avec Evelyne Keller, auteure du livre 301 superstitions chez l'Opportun. On s'intéressera aujourd'hui au chiffre 13. Zone Europe, l'invité politique. Je reçois aujourd'hui Asita Kanko. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes eurodéputée belge, vice-présidente du groupe des conservateurs et réformistes européens, membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la sous-commission droits de l'homme. Alors ensemble, on va parler aujourd'hui des femmes en Europe et notamment des femmes en entreprise. D'ici cet été, on comptera 3 femmes seulement, on peut le regretter, à la tête d'un groupe du CAC 40. Alors qu'est-ce que ça déjà, ça vous inspire ? Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour moi. Je me suis toujours battue pour l'intégration des femmes en politique et en entreprise. Je viens moi-même du monde des affaires et j'ai organisé des événements et écrit des livres sur le sujet. Donc ce que ça m'inspire, c'est que les femmes doivent toujours prendre leur place. Elles ne doivent pas attendre la permission des hommes. Vous pensez que ça n'arrivera jamais elles doivent si elles prendre ne le leur font pas place de plus en plus. Ça n'arrivera jamais parce qu'il y a cette expression anglaise connue qui dit « there is no such thing as a free lunch ». Donc il n'y a rien de le pouvoir n'est pas gratuit. Donc votre place, il faut la conquérir, il faut la prendre. C'est ce que les hommes ont fait aussi. Et toutes les 3 femmes qui y sont arrivées, elles n'ont pas reçu ça gratuitement. On peut citer Catherine McGregor à la tête de Engie depuis début 2021, Christelle Heidemann qui va prendre la tête de Orange à partir du 4 avril et Estelle Brachlianoff qui va prendre la tête de Veolia à partir du 1er juillet. Oui, et moi j'ai lu aussi qu'en France, dans les conseils d'administration en général, il y a quand même 45% de femmes, donc c'est un beau progrès. Vous pensez ? Je pense, en fait, c'est dommage même qu'on parle d'effort. Je pense que ça devrait être naturel, que les femmes fassent partie de la gestion du pouvoir politique, économique et aussi dans leur vie intime. Parce que ce qu'on voit là, c'est le symptôme d'un problème dans la société. Et j'ai écrit dans un de mes livres que le péché originel se retrouve dans la répartition classique des rôles. Donc l'homme qui peut aller gagner de l'argent. Je crois que ce n'est pas seulement la faute de l'homme en tout cas. Moi par exemple, j'ai toujours pris ma place. J'ai 4 frères, je ne me suis jamais laissé faire. Et au sein du Parlement, je prends ma place aussi. Je pense qu'il faut se battre, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas mentir non plus aux gens en disant « mais écoutez, attendez, quelqu'un va vous le donner ». Ça n'arrive pas comme ça. Il faut vraiment travailler dur. Il faut savoir dire, écoutez, je ne vais pas être la seule à m'occuper des enfants, donc il faut se battre à la maison aussi, ou alors bien choisir son compagnon. Il y a une des patronnes des co-dirigeantes de Facebook, Sheryl Sandberg, qui a écrit dans son livre Lean In, donc prenez votre place. Elle a écrit: un de vos choix de carrière les plus importants en tant que femme, c'est le choix de votre conjoint. Donc moi, un mec qui ne veut pas que je fasse mon boulot ou que je poursuive mes ambitions avec autant de passion que lui, il n'a pas de place dans ma vie. Alors on est ici au Parlement européen à Bruxelles. Alors au Parlement européen, la parité est plutôt respectée, en tout cas au niveau des eurodéputés. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, veut davantage de femmes dans les conseils d'administration en général, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Elle veut garantir un quota de genre. Plus de 40% dans les conseils d'administration des entreprises cotées en bourse. Est-ce que vous pensez que les quotas, c'est une bonne chose ? Écoutez, moi je l'ai pensé à un moment donné, il y a 15-20 ans, avant moi-même d'arriver dans un conseil d'administration et d'être élu dans un poste à responsabilité en politique. Et donc je me rends compte, en y réfléchissant, qu'il faut aussi, dans la poursuite de ce qu'on veut atteindre, on apprend également à survivre. Il faut se faire respecter et occuper la place en même temps que les autres, savoir faire entendre sa voix. Et donc ce que je constate, c'est que von der Leyen, en fait, ment aux femmes. Ce qu'elle dit, c'est un énorme mensonge et c'est une fausse promesse. C'est également, je dirais, une fausse réponse à un vrai problème. Est-ce que nous voulons tous qu'il y ait un équilibre au niveau de l'exercice du pouvoir? Est-ce que c'est utile et bon pour la société? Oui, les femmes ont autant de talent que les hommes. Mais est-ce que sa solution d'imposer un quota aux entreprises cotées est une solution réaliste et même efficace? Non, c'est un gros mensonge. Je pensais que c'est démagogique. C'est absolument démagogique et ce qui est triste, c'est qu'elle ment aux femmes en disant ça. Pourquoi? Von der Leyen elle-même, elle est une maman. Elle a été ministre, elle s'est battue en politique. À quel moment de sa vie professionnelle a-t-elle reçu un cadeau?
Et donc, il faut dire la vérité. Moi, si les jeunes filles viennent me trouver au Parlement en disant, Asita, comment tu as fait pour être élue, comment est-ce que tu t'en sors tous les jours, comment tu as réussi à te faire respecter dans ton groupe politique, à t'imposer dans la politique qui est un milieu machiste, moi aussi je le vis. Alors, je l'ai dit, je me suis battue. Si quelqu'un me donne un coup de poing, je le lui rends. Hein? Et c'est pas littéralement, bien sûr, Oui, mais il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire. Je leur dis la vérité. Je ne sais parfois pas comment gérer. Je suis une maman et parfois je me suis retrouvée en larmes dans ma voiture parce que j'étais en retard à la crèche, par exemple, et que je me sentais coupable. Aujourd'hui encore, je me sens coupable quand je suis à la maison parce que je n'ai peut-être pas fini un truc au boulot. Je me sens coupable quand je suis ici parce que bon, j'aimerais bien être avec ma fille. Tout le monde a ce conflit intérieur. Mais comment est-ce que je fais? Je cherche des solutions, j'en discute avec mon enfant. Et donc, il faut partager ce secret de ce qu'on fait pour s'en sortir, pour que les gens puissent savoir quel chemin prendre. Mais si on leur ment en disant, mais reste dans ton coin, reste bien dans ton fauteuil, le quota viendra et puis on te mettra le pouvoir dans le bec, ça n'arrive pas. Et vous pensez qu'avoir élu à la tête du Parlement européen une femme, c'est un message fort de la part du Parlement? Je dirais qu'on a élu une femme compétente et une femme qui a la rage de gagner, qui s'est battue, qui a voulu. Hein? Et donc, Rebata Messola, que je connais bien parce qu'on a travaillé ensemble dans l'IB, elle a cette passion et cette volonté. Mais il y aura toujours des gens qui vous diront, soyez patiente, ce n'est pas votre moment, attendez. Mais moi aussi, j'ai entendu des choses comme ça avant. Mais pourquoi on ne dit pas ça aux gens? Mais oui, il ne faut pas attendre, il faut surtout faire le contraire. Et évidemment que vous allez avoir peur. Mais quand vous avez peur, c'est que vous êtes en dehors de votre zone de confort. Alors moi, je dirais, il faut foncer. Il faut foncer à ce moment-là. Justement, vous parlez de peur, il y a un autre point que je voudrais qu'on aborde ensemble, c'est la situation des femmes en Afghanistan. Oui. Nous avons reçu en septembre dernier pour parler de ce sujet. Vous faisiez part de vos craintes pour les femmes afghanes sous le régime taliban. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire ce qu'il en est aujourd'hui là-bas? Bon, ça n'a pas changé. Donc quand on voit, il y a des enfants, des fillettes qui sont vendues, moi j'ai vu une image dans une université où on dit « Ah oui, c'est génial, en Afghanistan, les femmes peuvent retourner à l'université. » Mais elles sont en burqa, on voit. Mais c'est vraiment comme si on était dans le film là où il y a un type qui s'appelle Dark Vador, j'oublie toujours le titre. Star Wars. Voilà, dans Star Wars, c'est comme si on était dans Star Wars et c'est vraiment triste. Et on peut même se demander si ce sont des femmes qui sont... On ne sait pas en fait. Et donc quand je vois ça... Vous pensez qu'elles sont instrumentalisées? Oui, elles sont instrumentalisées. Deux, on les gomme, on les efface, on leur refuse d'être qui elles sont. Et on leur donne, elles deviennent une masse anonyme, sans volonté, sans liberté. Il me semble que le ministère des femmes qui existait en Afghanistan a été transformé en ministère de la charia. Des mœurs ou de la charia. Et on a entendu, le problème, moi ce qui m'inquiète, c'est que ce qui se passe avec ces femmes en Afghanistan, qui n'ont pas le droit de travailler, qui n'ont pas le droit de choisir leur mari, etc., et qui n'ont même pas le droit de voyager en taxi non accompagné, hein, et qui doivent porter une burqa, c'est ce que l'islam radical veut partout dans le monde pour les femmes, y compris en Europe, dans nos quartiers. Et face à cela, on ne doit pas être naïf. Hein, c'est la même philosophie. Face à ça? Ben, il faut déjà éviter les tabous. Chaque fois que quelqu'un critique le voile et dit que c'est pour souligner l'infériorité de la femme, lui demander de ne pas provoquer les hommes, la rendre coupable quand un homme l'agresse sexuellement, c'est ça le projet. Quand on dit ça, évidemment, qu'on nous demande de nous taire, de ne pas exagérer, de ne pas stigmatiser, mais en réalité, on abandonne les femmes à l'islamisme. Et moi, je trouve ça très inquiétant. On a encore vu le président des Verts en Allemagne dire qu'il faudrait peut-être instaurer une partie de la charia qui est compatible avec nos lois en Europe. Mais en Allemagne, moi, je suis choquée. Je suis née au Burkina Faso, dans une famille musulmane. Hein? Je suis allée à la mosquée, j'ai vu ça, je connais des sourates du Coran, je sais ce que c'est que l'islam et je sais aussi quelle est la partie qui est mauvaise pour les femmes. C'est-à-dire tout, il n'y a rien qui est bon pour les femmes. Hein? Donc sinon, les hommes, ils peuvent avoir 4 femmes et tout le bazar. Mais si quand je vois quelqu'un sur le continent de Simone de Beauvoir dire on va instaurer une partie de la charia, j'ai envie de dire, mais écoute, instaure-le sur toi-même, commence déjà par inverser les rôles. Tu vas être parmi les 4 maris d'une femme, tu vas porter une burqa, hein, et tu vas être disponible sexuellement quand elle le veut, hein, et tu ne pourras jamais choisir toi-même ce que tu fais, tu n'auras pas le droit d'aller travailler ou de prendre un taxi tout seul. On va voir s'il sera content. Mais justement, en janvier dernier, il y a une réunion qui s'est tenue à Oslo, en Norvège, entre une délégation de talibans et des diplomates européens. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce qu'il faut discuter avec les talibans? Est-ce qu'il faut instaurer une relation normale avec les talibans? Je pense qu'il faut faire très attention. De toute façon, on ne peut pas être radical là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas légitimer les talibans, mais il faut leur parler. Ça dépend maintenant de ce qu'on va leur dire. Moi, je voudrais qu'on leur dise qu'on ne va pas transiger sur les valeurs, mais il faut éviter de donner notre argent aux talibans. Il faut le donner à la société civile et aux femmes pour qu'elles puissent se libérer. Il faut poser des conditions strictes. Il ne faut pas se laisser faire en Afghanistan.
Il ne faut pas se laisser faire dans le Sahel non plus, ou au Burkina Faso ou au Mali. Il faut peut-être prendre des sanctions, qu'elles soient économiques ou autres, envers les pays qui sont alliés des talibans, parce qu'on sait que certains pays aident les talibans justement dans leur financement. Je pense que quoi qu'on fasse, il ne faut pas perdre de vue que nous devons aider la population civile. Nous devons les aider justement à s'insurger. La liberté. On ne les a pas assez aidés pour l'instant. On a plutôt financé. On l'a vu quand il y a eu le départ de Kaboul. Vous pensez qu'on a laissé les populations de côté? Oui. On leur a dit merci pour ce que vous avez fait pour nous et à plus tard. Pendant tout le temps qu'on a été présent, on a financé le paternalisme et on a financé la corruption. On n'a pas financé la liberté et on a confondu stratégie et tactique. Donc en réalité, on n'a rien construit à long terme. C'est ce qu'on est en train de faire comme erreur au Mali, en Afrique de l'Ouest aussi. Alors on l'a vu il y a quelques semaines sur l'émission Zone Interdite qui est diffusée en France sur M6. Oui. Il y avait un reportage sur l'islam radical. Vous avez exprimé votre soutien à Ophélie Meunier qui anime cette émission. Elle reçoit des menaces de mort récurrentes depuis la diffusion de ce sujet. Elle est actuellement placée sous protection policière. Quel est votre sentiment à ce sujet? Un sentiment de colère et de révolte. Je trouve que c'est totalement inadmissible qu'en Europe, on doive se cacher parce qu'on a dénoncé l'islamisme, parce qu'on a juste fait son travail de journaliste. Et en plus, c'est comment l'islamisme est en train de s'implanter en France, dans une ville française. Donc on n'est même pas en Afghanistan. Donc je dirais, aujourd'hui, tout le monde devrait condamner cela et on ne peut pas accepter. On doit reconnaître que c'est extrêmement grave. Donc on n'avance pas. On n'a même pas besoin d'aller en Afghanistan pour voir les islamistes. Ils sont ici parmi nous et il ne faut pas se voiler la face. Très bien. Merci beaucoup Assita Kanko d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Je rappelle que vous êtes eurodéputée belge, vice-présidente du groupe des conservateurs et réformistes européens, membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la sous-commission droits de l'homme. Zone Europe chez nos voisins. Et chez nos voisins, ça se passe comment? C'est notre rubrique en partenariat avec HEJ, l'Institut des hautes études de journalisme de Montpellier. Cette semaine, le droit à l'avortement avec Léa Carmona. Et chez nos voisins, comment ça se passe, le droit à l'avortement? L'avortement, c'est un acte médical visant à stopper une grossesse pour diverses raisons, par voie médicamenteuse ou chirurgicale. Cette intervention doit se faire dans un délai fixé par la loi. En France, l'IVG a été autorisé par la loi Veil de 1975. Le délai légal d'avortement est de 12 semaines, un délai qui varie selon les circonstances, comme un danger pour la mère ou une malformation du fœtus, par exemple. Par ailleurs, l'IVG ainsi que tous les actes autour de celle-ci, comme les consultations ou les échographies, sont intégralement pris en charge par l'assurance maladie. Presque tous les pays européens autorisent l'interruption volontaire de grossesse. Au Luxembourg, la dépénalisation de l'avortement date du 22 décembre 2014. Elle permet aujourd'hui aux Luxembourgeoises de recourir à l'IVG dans un délai de 12 semaines après le début de la grossesse, comme en France. Auparavant, l'interruption volontaire de grossesse n'était autorisée qu'en cas de détresse. En Irlande, l'avortement est entré en vigueur le 1er janvier 2019. Elle autorise l'IVG sans condition jusqu'à 12 semaines et 24 semaines dans le cas de risque pour la vie ou de grave danger pour la santé de la femme enceinte. En Pologne, l'avortement n'est autorisé qu'en cas de viol, d'inceste ou de danger pour la mère depuis janvier 2021. Après avoir tenté de l'interdire totalement en janvier 2016, le gouvernement l'a restreint en supprimant la possibilité d'avorter en cas de malformation grave du fœtus qui concernait 90% des IVG dans le pays. Le seul pays l'interdisant totalement est Malte. Quelle que soit la situation, les femmes ayant avorté ou médecins ayant pratiqué une IVG risquent jusqu'à 3 ans de prison ferme. En parallèle, certains pays d'Europe bénéficient d'un délai plus long pour pratiquer l'avortement. C'est le cas par exemple de l'Espagne où il est praticable jusqu'à 14 semaines ou encore au Portugal où le délai s'étend jusqu'à 22 semaines. Zone Europe Voyage. On en vient maintenant à notre rubrique Voyager dans l'assiette. Cette semaine, le terroir est à l'honneur. Le chef Nicolas Paciello de la pâtisserie parisienne 5 Sens nous dévoile sa recette de la tarte tatin. Cette tarte tatin, elle est un peu spéciale parce que c'est une recette que j'ai faite pour le concours des meilleurs ouvriers de France en 2018. Alors pour réaliser la pâte sucrée, on aura besoin de farine, de sucre glace, de poudre d'amande, de beurre, du sel et un œuf. À température ambiante, c'est beaucoup mieux parce qu'après, s'il sort du frigo, il est froid, ça va faire durcir la pâte. Pour réaliser la crème pâtissière, on aura besoin de la crème, un peu de beurre, du sucre, de la vanille, des bonnes gousses de vanille fraîche, une feuille de gélatine, des jaunes et pour le coup de la fécule de pomme de terre. Et pour finir, on va réaliser un caramel, donc on aura besoin de sucre, d'eau, on va aromatiser ça avec un peu de fèves de tonka, une pointe de fleur de sel et puis les pommes. Forcément sans pommes, on ne peut pas faire de tarte tatin. Et bien on va commencer. Du coup, pour réaliser la pâte sucrée, on va mettre dans un bol la farine. On va prendre le beurre, alors pas forcément pommade, moi je l'ai sorti du frigo, donc les dés sont assez durs et ça va permettre de bien sabler la pâte. Donc là on va vraiment voir le mélange du beurre froid qui se sable avec la farine. C'est pour ça que c'est important de ne pas avoir un beurre trop chaud
Après, il va être fondu, ce sera mou, ça va plus faire un mélange crémeux. Là, on va rester sur quelque chose d'assez solide. Alors, on sait que c'est bon quand tous les morceaux de beurre sont à peu près sont à peu près homogènes en termes de taille, en fait. Parce qu'au début, il y a des gros morceaux et tout va on va voir, ça va vraiment donner cette espèce d'aspect vraiment sableux. Voilà, on voit bien que ça devient comme de la poudre. En fait, le beurre s'est bien mélangé à la farine, mais n'est pas fondu. Donc à ce moment-là, on va pouvoir rajouter le sucre glace et la poudre d'amande. Hop, on laisse mélanger le tout et puis on va rajouter l'œuf à température ambiante et le sel. Tout l'ensemble commence à se mélanger et l'œuf, donc le gras, le beurre, la farine et ça fait plus qu'une pâte. Elle est bien mélangée, il n'y a pas de morceaux dedans. Et ça, je vais finir sur la table. Donc là, hop, je mets un tout petit peu de farine sur ma table. Hop, je vais sortir. On peut voir qu'elle se travaille déjà très bien. Donc là, voilà, je finis à la main. Voilà, donc là, on voit vraiment une belle pâte bien homogène. Voilà, une fois qu'on a récupéré, une fois qu'on a une pâte homogène, on va la mettre au frigo pendant 30 minutes. Voilà, donc là maintenant je détaille cette pâte sucrée qu'on a un peu étalée à entre 3 et 5 mm. On va la détailler avec un cercle qui est un tout petit peu plus grand que notre moule. On voit, tout dépend de la taille de votre moule, mais il y a toujours un bon centimètre ou 2 cm au-dessus. Voilà, ensuite on va foncer le fond de tarte. Donc ça veut dire qu'on va appliquer la pâte à l'intérieur. Donc là, l'idée c'est de vraiment ramener la pâte dans l'angle du fond de tarte, en essayant de garder la même épaisseur partout, voilà, et une belle régularité. Et après, une fois qu'on est bien au fond, on l'étale bien contre les parois. Voilà, je passe plusieurs fois pour vraiment avoir une régularité, une très bonne régularité partout. On vient mettre un coup de lame sur les bords pour vraiment avoir une finition très nette. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment s'apercevoir que l'épaisseur, elle est vraiment très nette. On va juste la piquer un tout petit peu au milieu, faire un trou. Au lieu d'en faire plusieurs, on n'en fait qu'un, histoire que l'air puisse sortir et que ça ne fasse pas des cloques sur la pâte. Et on va l'enfourner à 170 degrés pendant à peu près 25-30 minutes. Au bout d'à peu près une demi-heure, on a un fond de tarte qui est bien doré, bien cuit. On va le sortir, on va laisser refroidir et on va le démouler. Alors ensuite, on va passer sur la crème pâtissière. Pour faire une bonne crème pâtissière, il faut de la crème, des gousses de vanille fraîche, une feuille de gélatine que j'ai fait tremper dans l'eau froide, de la fécule de pomme de terre ou de la maïzena, du beurre, des jaunes et du sucre. Donc on va commencer par faire chauffer doucement la crème. Je vais couper mes vanilles en deux. On va vraiment se mettre au milieu. On va bien la couper en deux pour la séparer. Et ensuite, on va venir gratter l'intérieur. Hop. Voilà. On va les mettre dans la crème. Mais je vais aussi rajouter la gousse. Voilà. On va porter la crème à ébullition et on va laisser infuser pendant 20 minutes hors du feu. Dans un récipient, on va mettre la fécule, le sucre, on va venir mélanger et on va ajouter dedans le jaune. Je vais verser un tout petit peu de crème sur mon premier mélange, histoire de le délayer un tout petit peu. Et maintenant, on va passer entièrement dans la casserole. Quand on verse ce mélange, comme ça contient des œufs, ça va cuire assez rapidement. Voilà, et maintenant on remet sur la plaque à induction. Et comme il y a la fécule dedans, les œufs, ça va cuire et ça va épaissir. Et on va voir le changement assez radical de la crème. Très rapidement, on a vu, elle se transforme en cette crème assez épaisse qu'il ne faut surtout pas laisser en place, sinon ça va brûler dans le fond de la casserole. Voilà, l'idée c'est une fois qu'on est à ce point-là, c'est de la faire cuire 1 minute, pas plus, pour vraiment qu'elle soit parfaitement cuite. On va essorer la feuille de gélatine qui a trempé pendant à peu près 20 minutes dans l'eau bien froide. Et on va la mettre directement dans la crème. Et je vais en même temps rajouter mon beurre. Et on va arrêter la cuisson de la crème comme ça. On va mélanger. Voilà, on va la débarrasser dans un bol et la faire refroidir assez rapidement au frigo.
Et on peut voir qu'on a déjà une crème pâtissière, une bonne crème pâtissière bien vanillée. Voilà, maintenant on va attaquer le caramel et la cuisson de la pomme. Donc là on a besoin simplement de sucre, d'eau, une pincée de fleur de sel, la fève de tonka et des pommes. Donc pour commencer, on va réaliser un caramel à sec. Pour commencer un caramel à sec, à la maison, on va prendre du coup sa casserole et on va verser un fond de sucre dans la casserole. Vraiment pour pouvoir toujours avoir le contrôle du moment où il va commencer à caraméliser. Si on verserait toute la quantité de sucre dans la casserole, ben on ne verrait pas le fond et souvent c'est comme ça qu'on brûle un caramel. On a là le caramel qui est bien cuit. On voit qu'il commence à mousser un peu, on le pousse assez fort quand même. Il y a une belle couleur bien caramel. On a de l'eau bouillante et on va déglacer le caramel avec cette eau. Dans la casserole, il fait noir. Et voilà, on a un petit caramel qui est quand même assez liquide. Donc maintenant, on va éplucher nos pommes. On va découper la pomme en dés, en petits dés d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Alors ensuite, on va mettre nos pommes dans un... Moi, j'ai un bac en inox, mais on peut très bien mettre un Pyrex en verre sur lequel on peut mettre un couvercle. On vient mettre les pommes à l'intérieur. Dessus, je vais parsemer de fleurs de sel. Voilà, une fois qu'on a nos pommes dans le bac, on va verser le caramel qu'on a réalisé juste avant, quasiment à hauteur des pommes. Pour finir, pour l'assaisonner, on va râper cette fameuse fève de tonka. On va couvrir ça, et ça, on va le mettre au four à peu près à 140 degrés pendant 1 heure, mais de temps en temps, il faudra regarder la cuisson des pommes. Elles vont cuire, elles vont confire en fait, elles vont absorber tout le caramel qui est à l'intérieur et elles vont prendre une couleur vraiment très foncée. Alors là, on a tout qui est prêt, notre crème qui a refroidi, on a les pommes qu'on peut voir, elles sont bien confites, bien translucides, on les a laissées refroidir. On a récupéré un jus, ce que j'appelle le jus de cuisson des pommes, donc ce caramel vraiment qu'on a récupéré après les avoir cuites. On a les fonds de tarte. Alors, je vais mettre au fond de la tarte un peu de crème pâtissière. Je vais venir prendre mes pommes et on va venir garnir le fond de tarte. Donc voilà, j'essaie de ne pas abîmer mes cubes pour que ça fasse très joli et pas compoté. On va garder ces morceaux très gourmands. Ensuite, pour finir, on prend du nappage neutre et on va le mélanger avec ce jus de cuisson. Donc ce caramel qui a pris le goût de pomme et de fève de tonka. Et après, délicatement, avec un pinceau, on va venir napper les pommes pour apporter un peu de brillance. Et pour finir, à l'aide d'une petite poche, si on en a, on prend cette crème qu'on a mis en dessous. Ça va apporter cette petite couche de gourmandise et on va venir mettre des petits points. Voilà, donc au bout d'une petite pâte sucrée, une crème et ces pommes bien caramélisées, bien cuites dans leur caramel, on obtient une petite tarte avec un fond bien croustillant. Donc ce que je vous disais un peu au début, la particularité de cette tatin, c'est d'avoir les pommes cuites aussi dans un caramel, mais d'être sur une pâte sucrée bien croustillante et avec cette gourmandise en dessous de crème pâtissière. Donc tout ce qu'il faut pour passer un super dessert. Zone Europe. Les superstitions en Europe, avec Evelyne Keller, auteur du livre 301 superstitions, petite encyclopédie des peurs et sagesse populaire chez L'Opportun. On s'intéresse aujourd'hui au chiffre 13. Beaucoup de gens redoutent aujourd'hui encore le chiffre 13. Si on veut remonter à l'origine de cette superstition, il faut remonter au Christ. Avant, elle n'existait pas, la peur du chiffre 13. Pourquoi le chiffre 13 ? Parce que lorsque Judas devait désigner Jésus, que personne ne connaissait, il est allé l'embrasser à la scène. Et quand il s'est assis à table, il était le 13e invité. On sait que par la suite, il a pris de remords, il est allé se pendre. Donc de là, le chiffre 13 porte malheur et on va le retrouver dans toute la tradition chrétienne. Alors, aujourd'hui, il y a encore des gens qui font attention de ne pas inviter 13 personnes lors d'un dîner, parce que, toujours avec cette connotation de porte-malheur. Donc une maîtresse de maison, elle va inviter 12 ou 14 personnes. Si jamais, pendant l'apéritif que l'on sert avant, la maîtresse de maison se rend compte que quelqu'un est venu accompagner, donc de 12, ils sont passés à 13, il faudrait vite qu'elle invite un 4e, sinon les gens vont se sentir mal. Et alors on dit aussi que dans l'assemblée, si quelqu'un de superstitieux est là, il va s'en aller de lui-même.
parce qu'il se rend compte qu'il est le 13e et vite, il prend ses bagages et il s'en va. Oui, alors le chiffre 13 pour nous est censé porter malheur, alors que dans la Kabbale, c'est un chiffre porte-bonheur. Donc selon ses croyances, on va dire, ou sa foi, 13 peut porter bonheur ou malheur. 13 porte malheur, mais en revanche, ce qui porte malheur peut devenir porte-bonheur si on souhaite un étudiant, je te dis merde, à la puissance 13. Là, c'est totalement bénéfique, d'une part par la crotte, le bonheur, et la puissance 13. C'est amusant de voir ça. Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée. Zone Europe sur Sensation. Zone Europe.